Bonjour à tous, merci d'être ici. Je vous présente M. Alexandre Fournier qui va vous entretenir pour les prochaines minutes. Monsieur Alexandre. Merci. Bonjour à tous. Écoutez, merci d'être là. C'est la première fois que je fais cette conférence, donc ça va être intéressant de la partager avec vous. Je vais déjà me présenter. Je m'appelle Alexandre Fournier, je suis consultant en continuité d'activité, en plan de reprise informatique et gestion de crise. J'ai pu travailler dans différents domaines professionnels, le milieu bancaire, notamment dans les salles de marché, dans le milieu d'assurance, où il y a beaucoup d'argent qui circule aussi, dans le milieu service public et au ministère de la Défense, notamment pour les centres informatiques. Ça m'a permis de voir différentes approches au niveau des plans de reprise informatique et différentes façons de gérer des crises, de mettre en place des plans de continuité d'activité. Dans les 9 facteurs de réussite, il y en a beaucoup plus que ça, mais avec le temps qui nous est alloué, j'ai limité ça à 9 facteurs. Certains, vous allez pouvoir les reconnaître, ça va être intéressant de les parcourir ensemble. Avant de continuer, juste vous dire que vous êtes tous des professionnels de la continuité d'activité. Vous ne le savez pas, mais en fait, tous et chacun, tous les jours, vous faites de la continuité d'activité. Quand vous êtes sur la route et qu'il y a un embouteillage ou un accident sur votre chemin pour aller à votre travail, vous allez trouver une solution de contournement qui va vous amener sur le lieu de travail. Ça fait partie d'un des gestes de continuité d'activité. Vous allez trouver des solutions par rapport à ça. Alors sans plus attendre, on va partir directement sur... ça marche. Sur le premier facteur de réussite. Pourquoi réaliser un plan de continuité d'activité? Qui ici n'a pas d'assurance? L'assurance maison, voiture. Vous avez tous une assurance voiture. Pourquoi? Parce que c'est obligatoire pour l'assurance voiture, oui. Assurance maison, vous en avez tous. On prend des assurances pour couvrir en fait le risque, un incendie, une inondation, etc. La mise en place d'un plan de continuité d'activité, c'est pour assurer votre activité, vous permettre de pouvoir, en cas de sinistre, de pouvoir maintenir une certaine continuité et ne pas perdre vos actifs, voire ne pas perdre du tout votre compagnie. Mais dans ce facteur, pourquoi réaliser un PCA? C'est là où il faut se poser la question, pourquoi est-ce que je vais réaliser un PCA dans mon entreprise et pourquoi je ne le ferai pas? Le fait de se poser cette question-là va vous permettre d'économiser beaucoup d'argent ou d'accepter d'investir de l'argent. Tout à l'heure, il y avait cette conférence avec Catapulte et vendre de la continuité d'activité, c'est assez compliqué parce qu'en fait, c'est un coût sur quelque chose que l'on espère ne jamais voir arriver. Au même titre que les assurances que vous prenez, vous espérez ne jamais vous en servir par rapport à ça. Mais vous les payez quand même. Et on les paye parce que tout simplement, quand on a un accident de voiture, vous êtes remboursé. Quand la maison brûle, vous êtes remboursé par rapport à ça. Sur pourquoi réaliser le plan de continuité d'activité, c'est ce qui va vous amener à vous dire, ok, pour mon entreprise, je veux avoir un plan de continuité parce que ça va me permettre de conserver mon business. Mais est-ce que ça va être sur toute mon entreprise? Il est fort possible que non. Et c'est là où vous allez commencer à gagner de l'argent sur un investissement qui est nécessaire. J'ai pu voir dans le cadre des différents mandats que j'ai eus, des compagnies qui voulaient le strict minimum dans la continuité d'activité. Et ils ont monté un plan de continuité d'activité pour des services qui n'étaient pas forcément super critiques. Et au moment d'un sinistre, ils se sont aperçus que les services qu'ils avaient couverts n'étaient pas les bons. Donc cette notion de bien réfléchir pourquoi avoir un plan de continuité et dans quoi je vais le mettre est excessivement important. Dans le cadre du plan de continuité, quand on commence à vouloir en mettre un, on a différents plans à mettre en place. Mais avant de mettre les plans en place, on a cette notion de voir un petit peu qu'est-ce qui coûte, qu'est-ce qui est important dans mon entreprise. Si je vous demande de faire un petit exercice, il va être celui-ci. Imaginez-vous chez vous,
et regardez les 3 choses les plus importantes que vous souhaiteriez sauvegarder dans le cas d'un incendie. Quelle serait par exemple la première chose? Qui veut bien répondre? Vous voudriez sauvegarder dans votre maison? Le vélo, ok, un vélo. Pardon? Le chat, ok. Quoi d'autre? Les souvenirs, oui, tout à fait. Pardon? Le disque rigide, ok, après vous, c'est le disque rigide. Là, vous avez déjà commencé à faire une analyse de ce qui est important pour vous. Donc, quand je reviens sur le fait que tous les jours, vous faites du plan de continuité d'activité, que vous êtes des experts là-dedans, c'est vrai. Vous avez commencé à faire la liste de ce qui était important pour vous. Maintenant, si je vous pose la question, comment est-ce que vous allez faire pour sauvegarder votre vélo, votre chat, le disque rigide après vous? Est-ce que vous avez dit, donc j'ai oublié? Vous allez commencer à réfléchir sur le fait de dire, tiens, pour mon vélo, ben, peut-être qu'il faut que je le mette ailleurs. Parce que là où il est présentement, il y a un risque qu'il soit détruit. Sur le chat, voir un petit peu comment faire aussi. C'est un peu plus compliqué, on va y venir sur justement l'impact sur les humains. Sur le disque dur, on rentre complètement dans un plan de reprise informatique. Donc merci qu'il y en ait un qui est intervenu sur le disque rigide. Donc là, rien comme ça, en pensant qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse chez moi pour sauvegarder mon environnement, vous avez fait un BIA. Vous avez déterminé ce qui était important pour vous et les solutions de contournement que vous pouvez mettre en place. C'est presque instinctif. Après, on va mettre en place des plans de continuité opérationnelle. Si je continue sur l'aspect de la maison est sinistrée, où est-ce que je vais aller? Où est-ce que je vais vivre le temps que la maison est sinistrée? Vous allez construire un plan qui va vous permettre de trouver un endroit où pouvoir habiter le temps de reconstruire la maison. Vous allez construire un plan de continuité opérationnelle. Comment est-ce que je vais y aller? Qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça? Sur les aspects de disque rigide, vous allez réfléchir à dire, bah tiens, si les photos de ma grand-mère, ou de mon chat, ou de mon chien sont perdues, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour pouvoir les maintenir? Vous allez mettre en place un plan de reprise informatique, vous allez externaliser vos données quelque part, sous une clé USB ou sur un réseau distant. Vous faites un plan de reprise informatique. Alors au niveau de l'entreprise, c'est un peu plus compliqué et un peu plus large que sur sa maison. Mais les principes de base sont pas mal les mêmes. Au moment du sinistre, il faut savoir ce que vous allez faire. Vous allez donc créer tout simplement un plan de gestion de crise. La dernière fois, on a eu un coup de verglas qui nous a coupé l'électricité pendant une journée complète. Je n'étais pas préparé à ça. Les 6 derniers hivers où j'étais là, je n'ai pas eu ce problème-là. Mais plus d'électricité, plus d'informatique, plus de lumière, plus de chauffage. Ça m'a donc initié le fait de me dire, tiens, si ça se reproduisait, comment est-ce que je réagirais? Qu'est-ce que je mettrais en place? Plan de continuité opérationnelle. Mon informatique, si j'ai besoin de travailler extérieur, comment est-ce que je fais pour continuer à la remettre en place et à l'alimenter? Et comment est-ce que je gère ce moment de crise qui est de dire, ok, je dois sortir de chez moi, aller à un tel endroit? Cette organisation de gestion de crise. Donc avec ces différents éléments, je prépare ma gestion de crise. Si chez moi c'est brûlé, ou si dans mon entreprise c'est brûlé, quelles sont les solutions que je vais mettre en place et comment je vais organiser tout ça? La gestion de crise, vous pouvez avoir un plan de continuité moyen, mais si vous avez une gestion de crise qui est déplorable, vous allez droit dans le mur. J'ai déjà vu des compagnies qui n'avaient pas de plan de gestion de crise et ça a été excessivement difficile de pouvoir redémarrer. Ça a pris beaucoup plus de temps que ce que ça aurait dû prendre. Plan de com, avec la conférence qui était avant, ils ont terminé sur cette notion de temps de communication. Quand on a un sinistre, ça se voit. Pour des entreprises, ça se voit même très très bien. Et ça peut avoir un impact sur l'image. Quand on ne prépare pas sa communication, on est face aux médias. Je ne sais pas s'il y a des médias dans la salle. Non? Okay.
On est face aux médias et les médias cherchent de l'information. Et ils ont de très très belles techniques pour vous récupérer cette information-là. Si vous n'êtes pas prêt à ça, vous allez donner des informations qu'il n'était pas utile de donner, notamment à des médias. Donc la communication, ça se prépare avant un sinistre, de façon assez claire et par rapport à votre business. Si on est dans de l'agroalimentaire, vous avez dû déjà voir tous ces produits que l'on pouvait rappeler parce qu'il y avait des bactéries dedans ou qu'il y avait un problème là-dessus. Toutes ces entreprises-là ont un plan de communication parce que l'alimentaire touche la santé et il est nécessaire d'avoir un plan de communication bien ficelé. En dire, sans trop en dire, tout en disant assez pour répondre en fait aux médias. Très important le plan de communication. Les risques, il y a des superbes analyses de risques qui peuvent se faire, qui peuvent coûter des centaines de milliers de dollars pour en fait aboutir sur le fait de dire ok oui on a des risques. Soit. Par rapport aux risques, ma vision, attention, je peux choquer certaines personnes, ne me concerne pas. Le PCA, c'est le dernier rempart face à un sinistre. Quand on arrive à déclencher un sinistre, un PCA, c'est que tous les remparts avant ont été passés. Vous êtes, je vais dire dans la merde, vous êtes dans la merde à ce moment-là. D'accord ? Donc tout ce qui est les risques, c'est intéressant de les connaître, notamment ceux qui peuvent vous toucher. Le verglas, par exemple, au Québec. À Paris, c'est la crue centenale. C'est des produits, des entreprises chimiques dans des zones où certains centres informatiques sont localisés là-bas. Donc ces risques-là, oui, c'est intéressant de les suivre et de les voir comment est-ce qu'ils progressent. Les inondations, c'est assez clair. À Paris, pour la crue centenale, il y a des sites qui vous donnent les niveaux de crues, etc. Donc on arrive à le suivre. Pour le verglas, la météo. Pour les risques chimiques, c'est un peu plus compliqué. C'est généralement sur le fait qu'on est obligé de déclencher. Les tests, par rapport à un plan de continuité, c'est ce qui va vous permettre de garantir que votre plan de continuité, votre gestion de crise, votre plan de continuité opérationnelle ou vos PRI sont valables. Lorsque j'étais à Paris dans une banque, en 2000, il y avait la commission bancaire qui a demandé de faire des plans de continuité d'activité. Toutes les banques en ont fait. Ça faisait des quantités de papier phénoménales et en fait, ce n'était pas du tout opérationnel. 2002, ils ont revu ça, ils ont dit maintenant vos plans de continuité opérationnelle, enfin vos plans de continuité d'activité, vous les rendez opérationnels. Et comme par hasard, ces documents qui étaient ingérables, immaintenables, se sont réduits en quelques feuillets. L'approche était totalement différente, on se basait sur la connaissance des personnes et on ne réécrivait plus ce que pouvait faire la personne de A à Z. La personne sait ce qu'elle a à faire. Mais par contre, lui dire où tu vas aller travailler maintenant, qu'est-ce que tu dois faire par rapport à la récupération de tes données, oui. Donc là, on faisait une différence entre faire de la page pour faire de la page, faire de la continuité d'activité avec beaucoup de documentation versus quelque chose de très opérationnel. Dans l'expérience que j'ai, moins on a de documentation, plus on est opérationnel. Plus on a de documentation, moins c'est maintenable, plus on perd de temps, et moins on est en capacité de pouvoir retrouver l'information qui va vous permettre de sauver votre business. Le SMCA, système de management de la continuité d'activité, c'est ce qui va vous permettre un petit peu d'organiser tout ça. C'est l'organisation un peu de tout ça. C'est ce qui va vous donner les directives, ce qui va vous maintenir, ce qui va vous driver. C'est une équipe en fait par rapport à ça. Le maintien en conditions opérationnelles rejoint un petit peu cette notion de test. Si vous voulez qu'un plan de continuité d'activité soit valable et dure dans le temps, il faut le maintenir de façon opérationnelle. Pour ça, il va y avoir des tests, il va y avoir un certain nombre de choses. C'est un sujet qui est très important. Donc, deuxième facteur, la composition. Si on se base sur le 22301, sur les réseau 22301, qui est un guide qui vous permet de donner plein de choses, c'est excessivement intéressant. Et par rapport à la composition, elle est à géométrie variable. Il y a des moments qui sont, des éléments qui sont nécessaires et vitaux, BIA, plan de continuité opérationnel, le PRI, la gestion de crise, la communication, ça, dans tous les plans, on va avoir ça, et d'autres choses qui vont être beaucoup plus, moins utiles pour votre business. Donc un peu de géométrie variable.
Troisième facteur de réussite, un projet d'entreprise doit être piloté par la haute direction. J'ai pu voir des entreprises qui faisaient des plans de continuité opérationnelle parce que c'était réglementaire et parce qu'il fallait le faire. Donc, on faisait ça, on se débarrassait, on faisait des tonnes de documents et en fait, on répondait à la contrainte réglementaire sur un plan de reprise qui était plus ou moins intéressant ou un plan de continuité qui était plus ou moins opérationnel. Versus des entreprises qui ont un dirigeant qui a pu vivre un sinistre, soit à titre personnel, soit à titre d'une entreprise passée, et qui est très très sensibilisé par rapport à ça. Et la dynamique est complètement différente entre un chef d'entreprise qui est moteur versus un chef d'entreprise qui répond en fait à une réglementation. Et lorsque les chefs d'entreprise, lorsque le projet est mené par la haute direction, ça veut dire que tous les éléments de la chaîne hiérarchique sont informés et qu'on leur demande de travailler dans ce sens-là. Et pour certains, ça peut devenir une obligation. Mais c'est excessivement important que le haut de la hiérarchie donne le pas sur ça. C'est pour ça que tout ce qui est haute direction doit vraiment, vraiment donner le pas sur ça. Et quand il y a des dérives, rappeler à l'ordre là où il y a des dérives. Le fait d'être appuyé par la haute direction facilite énormément et permet aussi d'économiser parfois beaucoup d'argent. Quatrième facteur de réussite, ça va un petit peu avec le point supérieur, avec le facteur de réussite précédent. Si au niveau de la direction, on a un meneur, ça va être beaucoup plus facile d'amener toutes les personnes qui sont en dessous. Ça va être aussi facile de mettre en place une culture d'entreprise autour de la continuité d'activité. Une culture d'entreprise va permettre que chaque élément de l'entreprise, chaque personnel de l'entreprise se sent concerné par un plan de continuité d'activité. Par la mise en place, mais par aussi l'activation, mais par aussi par le maintien en condition opérationnelle. Le fait de mettre en place une culture d'entreprise autour de la continuité d'activité facilite grandement les choses. Parce que là, c'est plus la direction qui pousse et qui insiste et qui force parfois, mais c'est toute l'entreprise qui va vers un seul but, maintenir la compagnie en cas de sinistre et conserver les emplois que l'on a ou le business que l'on a. Et ça change complètement la dynamique. Ça amène dans des discussions à trouver des solutions au café sur un problème qui n'était pas forcément ressorti comme ça. Ça va faciliter la chose pour faire avancer un certain nombre de projets qui pourraient prendre du temps pour les personnes qui ne se sentent pas concernées, mais qui va se faire très très rapidement et facilement pour les personnes qui se sentent concernées. On ne travaille pas de la même façon quand on est contraint, je pense que je ne vous l'apprends pas, versus quand on a du plaisir à le faire. Et quand on parle de culture d'entreprise, c'est amener les gens à avoir du plaisir à gérer de la continuité d'activité. Avoir du plaisir à gérer de la continuité d'activité, vous avez tous joué. Ouais. Hein. Et ben, quand on joue, on a du plaisir. Et ben, la continuité d'activité, on peut aussi amener du jeu autour de ça pour amener justement à avoir du plaisir et de l'intérêt. Lancer un concours sur trouver une solution pour sauvegarder mon poste de travail, mon environnement de travail. Trouver qu'est-ce que sur mon environnement de travail, mon poste de bureau, qu'est-ce qui n'a pas sa place. Trouver comment tel papier que j'ai l'habitude de garder sur mon bureau, qui serait détruit en cas de sinistre, comment je pourrais le sauvegarder. Inciter les gens à avoir leur propre solution de continuité. On va le voir un petit peu plus loin par rapport à ça. Donc, inciter la culture d'entreprise pour amener tous les personnels de l'entreprise à arriver sur un résultat qui est très, très efficace. Un facteur très important. Focaliser sur l'indisponibilité, un cinquième facteur de réussite. Tout à l'heure, je vous en ai parlé sur les risques. Quand on prend Méhari, quand on fait ses études de cas de Méhari, on a des pages et des pages et des pages de risques avec des solutions à mettre derrière et tout ce qui va avec. C'est coûteux, c'est long, et en plus de ça, on couvre un paquet de risques, dont certains risques qui sont moins importants que d'autres.
Mais quand vous prenez un risque, et d'ailleurs quelques risques que ce soit, on arrive en fait sur 3 types d'impacts. Un impact d'indisponibilité de votre bâtiment, pour le personnel, un impact d'indisponibilité pour votre informatique, et un impact d'indisponibilité pour vos personnels, notamment les personnels clés. Je vais revenir sur l'impact informatique. Actuellement, avec la cybercriminalité, de plus en plus avec les rançongiciels, pas facile à dire, en tout cas on en subit beaucoup en ce moment, ça amène un 4e type d'indisponibilité, l'indisponibilité de l'accessibilité aux données sans impact sur l'infrastructure. Alors je ne vais pas rentrer dans ce détail là, il y a plein de conférences par rapport à ça, et la solution principale à ça, c'est la restauration jusqu'à ce que nos données soient correctement utilisées. Donc quand je reviens sur les 3 impacts principaux, les 3 indisponibilités, indisponibilité d'accès au bâtiment, inondation, à Paris notamment, on avait la Seine avec la crue centenale qui peut nous empêcher d'accéder au bâtiment, les grèves, de l'anthrax, c'est ce que j'ai pu vivre dans une société. Nos sociétés, ça a été un tuyau d'évacuation d'égout qui passait dans la bâtisse, au sous-sol, et qui a cassé. Et tout s'est répandu dans le sous-sol. Et le bâtiment a été évacué pendant près de 3 jours pour tout simplement nettoyer le sous-sol et pour des questions de salubrité. Les grèves peuvent empêcher les gens d'accéder sur les bâtiments. L'anthrax, j'en parlais, on a eu des cas d'anthrax dans les banques où j'étais, notamment à l'époque où ça balançait beaucoup. Et donc, à chaque fois qu'il y avait un cas d'anthrax, on était obligé d'évacuer, d'appeler la police, les services de sécurité, traiter cette partie-là. On a eu un cas d'anthrax, enfin un cas d'anthrax, une alerte à l'anthrax dans une cafétéria, sur des bouteilles plastiques qui étaient dans des sachets. Et en fait, il s'est avéré que c'était l'usure du plastique qui ressemblait à de la poudre blanche. Et ça a fait évacuer le bâtiment pendant 2 jours. Et pendant ce temps-là, on n'a plus d'activité. Indisponibilité informatique, vous le savez, un incident, un sinistre par rapport à ça, ça rejoint un petit peu les inondations, les feux, les destructions brutales de bâtiments, un avion qui s'écroule sur un bâtiment. C'est clair que le bâtiment est HS. Et indisponibilité du personnel, ça peut être pandémie, ça peut être grève, ça peut être maladie, personne tuée suite à un sinistre, et tout ce que vous pouvez décliner par rapport à ça, blessé notamment. Et on a la totale, c'est le cumul des 3. Indisponibilité bâtiment, informatique et personnel étant dans le bâtiment, notamment quand on a quand on a mis tous les œufs dans le même panier. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont comme ça, qui ont leur personnel dans le bâtiment où se trouve l'informatique. Lorsque le bâtiment s'écroule, on a pu le voir le 11 septembre, on perd l'informatique, le personnel qui était là-dedans et tous les actifs de la compagnie. Et je reviens sur pourquoi un PCA, le facteur numéro 1, lors de la réflexion de ça, de l'étude du BIA entre autres, lorsqu'il y a eu le 11 septembre, certaines compagnies avaient bien fait leur devoir, ils avaient mis leur cycle de reprise sur la 2e tour. Vous savez aussi bien que moi, la 2e tour s'est écroulée. Ils ont perdu leur société, ils n'ont jamais pu redémarrer par rapport à ça. À l'époque où il y a eu le 11 septembre, j'étais à Paris, dans une banque LSMD, et ils ont été impactés par rapport à ça. Ils n'étaient pas dans les tours, ils étaient dans des bâtiments qui étaient 200 à 300 mètres plus loin des tours. Ils ont été impactés, il a fallu aussi qu'ils évacuent. Sur un gros volume comme ça, vous imaginez que tous les centres de secours, de reprise, ont été débordés. Et là encore, le premier qui arrive gagne versus le dernier qui. Donc, pour focaliser sur la disponibilité, là aussi, ça va vous permettre de vraiment focaliser sur ce qui est important et pas perdre de temps sur des risques qui n'ont pas tellement d'intérêt, puisque de toute façon, au final, on est le dernier rempart. Et au final, si votre bâtiment est détruit, il va falloir exécuter le plan de reprise avec tous les plans qui sont associés par rapport à ça. Et je reviens sur la notion de risque. Quand on a des risques qui sont très ciblés, crue centenale à Paris,
crise du verglas au Québec, on peut avoir des veilles de suivi par rapport à ça. Et le restant des risques, laissons-le gérer par le service du risque qui est normalement en amont par rapport. Adapter la technologie. Là aussi, quand vous allez, tout à l'heure je vous ai dit, regardez chez vous qu'est-ce qu'il en est et quelles solutions à mettre en place. Si je prends par exemple le disque rigide, on a des tas de solutions par rapport à ça. Et dans une entreprise, on a des tas de solutions à ça. Et on va déterminer la technologie à mettre en place en fonction de la criticité qu'on détermine par rapport au bien qu'on veut protéger. Si vous avez, par exemple, dans les salles de service, dans les salles de broker où j'étais, il n'était pas question qu'on ait une rupture de service. Donc on était sur des salles actives en permanence, avec des plateaux complets pour accueillir les traders en cas de sinistre du bâtiment dans lequel ils se trouvaient. C'était fonctionnel, actif, et avec toute l'informatique qui était derrière. On peut avoir des besoins qui sont moindres. Du style, on peut partir sur de l'actif passif, parce qu'on veut avoir quand même un délai de reprise suffisamment court. Dans ce cas-là, on va demander à avoir le matériel disponible, mais pas forcément à nous. On peut avoir aussi des notions de réplication de données, actif, donc synchrone, parce qu'on ne veut pas perdre de données, mais on peut se permettre d'avoir des données des pertes de données de 24 heures à 48 heures en fonction en fait, du service que vous allez avoir et de la criticité en fait, de ce que vous avez déterminé par rapport à ça. Et on peut partir sur quelque chose où on va dire, on reconstruit from scratch. Dans le cas d'un sinistre d'un CTI, en premier, on va construire la production, c'est important, c'est ce qui va nous amener le business. Et après, on va construire tout ce qui est hors production. Mais pas parce qu'il faut construire, parce qu'il y a aussi un intérêt par rapport à ça. Et toute cette notion de hors production, la pré-production, les environnements de développement, les environnements de laboratoire, vont être construits après la production, tout simplement parce que quand on a un sinistre qui est lourd, on continue à avoir de la production avec des livraisons pour mettre en production. Un changement de taux, un changement de taxe, c'est une loi, c'est réglementaire, il faut le changer pour une date. Et le gouvernement se fiche de savoir si vous êtes sinistré ou pas, mais quand vous devez redémarrer votre informatique, elle doit être avec le bon taux. Donc, par rapport à ça, il va falloir remettre de l'informatique hors production pour pouvoir faire des livraisons. Donc, on ne va pas le faire pour tout, on va le faire que pour certains qu'on aura ciblés. Et parfois, des notions de hors production peuvent être aussi importante que la production. Cette notion de BIA va vous permettre de pouvoir vérifier par rapport à ça. Adapter la technologie aussi, c'est quand on va faire des notions d'arbre d'appel, les mobilisations. Parce que quand on a un sinistre, plus on mobilise rapidement, plus on est en capacité de pouvoir redémarrer rapidement. On a tous des téléphones. D'accord ? Est-ce qu'il vous arrive d'oublier votre téléphone ? Ouais, hein. Moi, ça m'est arrivé aussi régulièrement et je trouve ça très désagréable. Je me sens tout nu sans mon téléphone. Et par rapport à ça, on peut adapter une technologie qui est assez simple et qui remplace avantageusement une liste téléphonique qui est sur le téléphone. C'est tout simplement le papier-crayon. Et générer ce qu'on appelle une safety card papier qui tient dans le portefeuille. Et sur lequel on a toutes les consignes qui peuvent permettre d'appeler immédiatement les personnes et les intervenants immédiats. On ne met pas la procédure complète d'un PCO, on est bien d'accord par rapport à ça. Mais dans le cas d'une gestion de crise, c'est quasiment la première heure qui impacte tout le reste. Et notamment quand on fait de l'appel et que votre téléphone, vous avez évacué le bâtiment et que votre téléphone, vous l'avez oublié sur votre bureau ou parce que tout simplement il y avait un vrai incendie et pas seulement un exercice, vous êtes parti en catastrophe et les affaires, on sait très bien, on les laisse quasiment là où c'est. Sauf ce que l'on a sur nous. Et pour les garçons, généralement, on a nos portefeuilles sur nous. Et mesdames, j'ai jamais vu personne partir sans son sac. Donc, c'est un bon support. Donc, technologie, on peut avoir de la technologie informatique, électronique, et on peut avoir de la technologie papier. C'est des choses très très simples qui ne coûtent rien et qui peuvent grandement faciliter les choses. Donc adaptez votre technologie, n'hésitez pas à sortir du cadre, et surtout, mettez bien la technologie là où il faut la mettre, pas de surinvestissement, mais surtout pas de sous-investissement. Quand je parle de sous-investissement,
c'est les bouts de ficelle. Quand on va commencer à faire un plan de continuité avec des bouts de ficelle, parce qu'on ne veut pas dépenser d'argent, parce que ça coûte trop cher, et puis en plus de ça, ça ne nous arrive pas. Bah, croyez-moi, on dépense beaucoup plus d'argent à trouver des solutions de bouts de ficelle qu'à avoir une solution up-to-date par rapport aux besoins que l'on a. Et en plus de ça, en cas de sinistre, parce que ça arrive, eh ben, on est bien content d'avoir la bonne solution pour la bonne criticité et le bon profit. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Si vous faites du sport de haut niveau ou si vous faites une activité, pour arriver à un niveau de compétence, de qualité, vous allez vous entraîner par rapport à ça. Le joueur de tennis va s'entraîner. Il y a beaucoup de joueurs de golf au Québec. Vous entraînez à jouer au golf parce que ça permet d'acquérir le geste, le mouvement, la capacité de pouvoir faire. Pratiquer, 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 c'est en fait, dans le plan de continuité, faire des tests. Faire des tests à longueur de journée. Faire des tests, comme je vous ai posé tout à l'heure la question, tiens, chez vous, c'est quoi d'important qui est intéressant? Se poser la question comme ça ne coûte rien, ça se fait en 30 secondes. Quand vous êtes dans l'embouteillage, dans la voiture, tiens, dans mon bureau, si je devais sauver quelque chose, ça serait quoi? Ou tiens, dans mon bureau, j'ai ça, il faudrait que je le fasse autrement. C'est aussi faire des tests papier. Alors dans les tests, c'est très coûteux les tests d'informatique. Quand on fait des plans de reprise informatique, un test coûte à peu près 20 à 30 000 $, en fonction du périmètre qu'on va reprendre. Mais on peut aussi faire des tests papier. Tests papier, c'est des tests de table. C'est-à-dire que déjà avant de commencer à voir grand, on peut commencer petit. Notamment dans la gestion de crise, on peut faire des tests avec les comités décisionnels. Rien que déjà de les mettre sur une table et puis de les mettre en situation amène souvent de sacrées surprises. Quand on fait des tests au niveau opérationnel avec les personnes et qu'on leur pose la question, vous avez telle activité qui ne peut pas redémarrer parce que vos personnels, un tel, sont décédés, qu'est-ce que vous faites? Et ça remet en contexte les personnes et ça leur permet de se dire « Ah oui, mais c'est possible que cela arrive ». Et on commence à réfléchir à mettre la pratique, la pratique, la pratique. Et plus on pratique, plus on devient meilleur et on excelle en fait dans ce périmètre-là. Plus dans une gestion de crise, on met les personnes autour de la table et on leur fait jouer à un jeu de rôle. Il y a un maître de jeu qui les amène sur quelque chose. Plus les gens vont interagir, plus ils vont travailler entre eux, plus ils vont attraper des réflexes. J'ai vu dans une gestion de crise quelqu'un s'évanouir. D'accord? Le stress, la chaleur, peu importe. La personne était donc plus opérationnelle. Et bien, les personnes qui étaient dans la gestion de crise, qui avaient déjà travaillé ensemble, on évacuait bien évidemment personne, on a pris soin de ces personnes-là, mais ils ont pu continuer l'exercice de gestion de crise. Parce qu'ils savaient comment est-ce qu'on interagissait et quelle était l'importance de cette personne-là et sur quoi elle devait interagir. Parce qu'on avait déjà pratiqué. Et en gestion de crise, on va le voir un petit peu plus loin, je ne vais peut-être pas trop aborder, mais plus on pratique, plus on est efficace, plus votre retour à la normale est rapide, efficient et avec le moins de pertes financières. Sur les tests, sur la pratique aussi, vous pouvez tout simplement, lors d'une évacuation de bâtiment, on en fait régulièrement, puis là tout se passe bien, en effet, le conférencier qui était avant parlait comme quoi on prévoyait cela, on était au courant, ça circulait, puis on sortait du bâtiment sans trop se presser, etc. Un exercice qui peut être fait, et qu'on a fait d'ailleurs chez AXA, c'est de mettre un fumigène. D'accord ? De mettre un fumigène dans un couloir et de déclencher le plan d'évacuation. La réactivité n'est plus du tout la même. Là, les gens se mettent à courir. Il faut faire attention à cette notion de panique. Quand on fait des évacuations, tranquillement, il n'y a aucune panique par rapport à ça. Quand on commence à mettre un petit peu d'activité là-dessus, fumigène, des lumières, des cris, ça change complètement l'ambiance. Mais restons sur quelque chose quand même d'assez simple, parce que faire péter des fumigènes dans une compagnie, ça peut générer parfois des dégâts. Mais rien que d'évacuer votre bâtiment et de voir à l'extérieur les personnes qui sont regroupées, qui sont généralement pas trop loin du bâtiment, ça dépend en fait des compagnies. Et là, on peut déclencher un exercice de mobilisation. Là, on appelle
les personnes qui doivent intervenir, puis on s'aperçoit que les personnes qui devaient intervenir sont au Tim Hortons, ou sont parties ailleurs, d'accord? Ou tout simplement qu'elles n'ont pas leur téléphone, d'accord? Donc des exercices, ça peut se faire très facilement, à très bas coût, et ça amène énormément d'expérience. Plus on en fait, plus on acquiert de l'expérience, plus on est efficace, plus on retourne à la normale de façon assez simple. Sur les exercices aussi, quand on fait des plans de qualité opérationnelle, dans un centre, quand l'informatique est sinistrée, la compagnie ne s'arrête pas. Non. Il est possible de continuer à travailler papier-crayon. Pour ça, on fait des plans de quantité opérationnelle qui vont nous permettre de savoir qu'est-ce qu'on doit faire quand on n'a plus l'informatique. On s'aperçoit qu'on est quand même vachement lié à l'informatique. Ça, je vous l'accorde. Mais on peut faire des tas de choses sans informatique. On peut quand même continuer à prendre des commandes téléphoniques par téléphone. On peut appeler des fournisseurs pour rajouter des commandes supplémentaires. On peut faire un tas de choses par rapport à ça. On peut continuer à envoyer du courrier à partir d'un autre site. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, voilà. Quand on fait des plans de quantité opérationnelle où on déplace seulement les personnels, parce qu'on fait l'exercice d'indisponibilité du bâtiment, et pour ça, il y a des plateaux sur lesquels ils vont se retrouver, eh ben, on peut le faire en simulation réelle. C'est-à-dire que le matin, on se place devant la société, c'est un exercice qu'on a fait, et on avait la liste des personnes. Et puis, il y avait des personnes d'un service qu'on prenait, puis qu'on disait, on est sinistré, vous allez sur le site de secours. Et les autres personnels de ce même service, pour qu'on exécute quand même la production, qu'on exécute ce qu'on a à faire, le business, qu'on ne coupe pas, allaient travailler sur le site. Et sur ces personnes qu'on envoyait sur le site de secours, eh bien, on exécutait les procédures. Je n'ai pas d'informatique. Qu'est-ce que je fais? Ensuite de ça, l'informatique arrive. Comment est-ce que je rattrape les écarts? Et ensuite de ça, comment est-ce que je travaille à partir de mon site de secours, de gestion, de repli personnel, vers mon site de production qui a été relevé. Et ça, c'est excessivement intéressant aussi de le voir parce qu'on s'aperçoit qu'on a parfois des loupés et des manques. J'ai eu le cas dernièrement, il y a quelques années de ça, où les clients, on faisait un exercice sur informatique et les personnes qui devaient faire les tests informatiques ne pouvaient pas se connecter. On a eu un problème par rapport à ça, de connexion de chez eux au centre de secours. Donc on leur a demandé de venir sur le centre de secours puisqu'on avait un espace de bureau. Et quand ils sont arrivés sur le site de secours, déjà il y en avait qui ne savaient pas où c'était, on les a guidés par rapport à ça, mais quand ils ont commencé à se connecter, les outils qui étaient dessus, notamment le paramétrage pour accéder sur IBM, n'étaient pas le bon. Donc tous les raccourcis, toutes ces choses-là, ils ne les avaient pas. Ça a été la panique. Et le test n'a pas bien fonctionné, ce qui n'est pas très surprenant. Petit aparté sur le fait que les tests ne fonctionnent pas bien, c'est une très bonne chose en soi. Plus on a des tests sur lesquels on bute, on heurte, plus on progresse. Ça ne veut pas dire que tous les tests doivent être mauvais. On s'entend par rapport à ça. Mais plus on rencontre des difficultés, plus c'est bien. Donc, dans votre entourage, si vous avez des personnes qui font des essais et puis que ça merde bien bon, ne leur jetez pas trop la pierre. C'est super bénéfique. Ils ont fait plein d'apprentissage. Oui. 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 Parce que, en fait, oui. Oui. Est-ce que vous serez d'accord avec ça? Ça, alors. De ne pas utiliser, de ne pas avoir un site de secours en réserve avec des PC qu'on met à jour 2 jours par année, des dossiers de papier. Je vais répondre par rapport à ça. Je dirais oui. Parce que vous avez différents bâtiments sur lesquels on peut relocaliser les personnes. Mais ça ne se fait pas comme ça. D'accord? Ça se prépare. Et ce n'est pas 100% des personnes qui sont dans le bâtiment A, qui est sinistré, qui va aller sur le bâtiment B, C, D, etc. Tout ça, ça se prépare. Mais oui, se servir des ressources que l'on a déjà, c'est très très intéressant. Après, il faut savoir que d'accéder sur les postes de travail qui sont sur des personnes qui sont en vacances, qui sont absentes, etc., ça bouge en permanence et on ne sait jamais à l'avance où est-ce qu'on va aller.
Et donc ça se prépare. Maintenant, les solutions d'avoir des plateaux complets vides, avec de la maintenance, ça coûte de l'argent là-dessus, mais ça a l'intérêt de ramener toutes les personnes qui ont été sinistrées, le bâtiment qui est sinistré, de les amener au même endroit et de garder l'interaction. Le fait de les répartir sur différents bâtiments pose et perd cette interaction. J'ai voulu le faire lorsque j'étais à Lille sur une assurance, une compagnie d'assurance, où là on avait 2 bâtiments distants et on voulait splitter les équipes techniques. D'accord? Donc des personnes Unix, il y avait 4 personnes Unix, on en gardait 2 dans un bâtiment et on mettait les 2 dans les autres. Et très très vite ça a été un échec, parce qu'il y a l'interaction humaine qui joue. Alors même en mettant des relations de caméra, des choses comme ça, on perd cette interaction humaine. Donc le fait d'éparpiller les personnes à droite, à gauche, c'est intéressant à très court terme quand on est vraiment mal pris. Ça peut avoir un côté économique, mais en termes de proximité, ça a un impact qui n'est pas négligeable. Oui, c'est beaucoup plus simple. En termes de gestion, c'est beaucoup plus simple. Oui, il y a toujours des pour et des contre. Pratiquer. Ça, c'était... Je pense que j'ai oublié quelque chose, mais c'est pas grave. Je reviendrai dessus. Réflexe et autonomie. Plus vous faites des tests, plus vous allez acquérir des réflexes d'interaction entre les personnes, c'est ce que je vous parlais par rapport justement à la gestion de crise et aux différents comités décisionnels et opérationnels où les gens ont l'habitude de travailler ensemble, se connaissent et acquièrent des réflexes. La notion d'autonomie est très très importante dans le sens où si vous chapeautez tout à un seul niveau unique, que vous contactez chaque personne et puis qu'elle-même vous rappelle, et puis etc., vous allez très très vite saturer. Le fait d'autonomie est d'amener l'autonomie au niveau de la cellule, de l'activité elle-même. C'est-à-dire que quand on détermine X activités d'affaires, eh ben, il va falloir leur laisser l'autonomie de gérer leur plan de continuité au moment du sinistre. Ça ne veut pas dire faire tout et n'importe quoi. On déclenche le sinistre, on appelle les responsables de continuité d'activité, on dit « Ok, on est sinistré, applique ton plan qui a été prévu et que tu connais par rapport à ça. Et quand tu as un problème, à ce moment-là, tu me rappelles. Et dans ta procédure, il y a un moment, tu dois aussi me faire un point de retour. Et là, je te laisse gérer. » Ça permet d'avoir X activités à droite à gauche qui vont gérer de façon autonome leur plan de continuité d'activité et avancer comme ça, et juste remonter les alertes. Plutôt que d'avoir un seul niveau pyramidal et d'aller vous-même chercher, faire avancer les choses. C'est des avantages et des inconvénients, et par expérience, plus les personnes sont autonomes, plus les services sont autonomes, plus ils progressent, et moins en fait, on bouchonne en fait les liens de communication entre eux. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui se prépare, ce niveau d'autonomie. Quand vos enfants vont à l'école, ils ne sont pas allés comme ça tout de suite. On leur a apporté ce quand ils font cuire leur hamburger, n'importe quoi, leur pâte dans le micro-ondes, ils n'ont pas trouvé ça comme ça. On leur a appris, on leur a amené, on les a entraînés par rapport à ça, et ils ont eu l'autonomie, puis maintenant ils peuvent faire chauffer leur plat dans le micro-ondes sans appeler papa, maman. Donc l'autonomie est très très importante aussi. Et c'est gage de réussite et d'optimisation. Et ça rejoint sur cette notion de la culture d'entreprise. Tout le monde discute, tout le monde a envie en fait, d'avancer par rapport à ça. Et le fait de donner cette autonomie donne une responsabilité. Et pour beaucoup, le fait d'avoir cette responsabilité de vouloir bien faire, de faire en sorte que la compagnie réussisse, existe et continue à vivre après le sinistre est un moteur très très puissant. Oui, justement, par rapport à ça, c'est ce que j'indiquais, le RPCA, responsable de plan de continuité d'activité, et la RPCA, son adjoint, en fait, vont appeler les RCA de différentes activités, leur donner les consignes de base pour leur dire on est sinistré, applique les procédures, appelle-moi si tu as un problème, ou appelle-moi quand c'est indiqué dans ta procédure, et puis les CPRI, qui sont les coordonnateurs de plan de reprise, qui vont avoir aussi leur autonomie par rapport à ça. Plus d'autonomie, plus de rapidité, et on limite les flux inutiles. Organisez votre gestion de crise opérationnelle. Vous pouvez vous permettre,
attention à ce que je dis. Vous pouvez avoir un plan de continuité opérationnelle qui n'est pas le top du top, mais vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une gestion de crise qui est négligée. Parce que la gestion de crise, c'est elle qui va rattraper les manques de votre plan de continuité d'activité, décider les actions qui sont à faire et écouter, fonctionner, interagir entre elles, prendre les bonnes décisions sur la base en fait des informations qui sont remontées. Donc la gestion de crise, c'est quelque chose de primordial à vraiment bien ficeler. On est dans la gestion de crise sur un niveau d'humain à humain, sur des moments de stress parce qu'il y a des décisions à prendre qui sont très lourdes, qui peuvent avoir des conséquences très lourdes pour la compagnie ou pour les personnes elles-mêmes lorsqu'il y a des dangers de vie. Le fait de vraiment ficeler et réellement être opérationnel par rapport à cette gestion de crise va vous permettre de pouvoir avancer de façon sereine dans un milieu qui est de stress. Juste une gestion de crise, c'est 24 heures sur 24 et sur la durée d'une crise, notamment les 96 heures, où là le sommeil est très court. Donc cette gestion de crise doit être vraiment bien ficelée sur les rotations de personnel aussi. Dans le cadre de la gestion de crise, c'est quelque chose à prévoir et à penser à l'avance. Donc plus vous aurez organisé votre gestion de crise et qu'elle sera opérationnelle, plus ça sera facile de piloter votre crise. Et là-dedans, c'est aussi tout l'aspect communication, aussi bien en interne qu'en externe. Et cette communication, en fonction de comment est-ce que vous allez l'aborder, les impacts peuvent être aussi très lourds. Il faut parfois limiter une communication plutôt que de dire une communication qui va être destructive, aussi bien pour votre compagnie et démoralisante pour vos salariés ou vos personnels. Donc, vis-à-vis de ça, attention par rapport à ça. Alors, ça fait déjà 50 minutes, on arrive presque au bout, je suis désolé. Alors, on a vu les 9 facteurs. Donc le premier, pourquoi réaliser un PCA? Pour savoir où est-ce que vous allez aller, si c'est utile, quelle est la branche de votre entreprise qui va être nécessaire de mettre en place, et ça va vous permettre de réduire les coûts par rapport à ça. Adapter la composition du PCA, vous n'êtes pas obligé de prendre tout ce qu'il faut mettre dans un PCA. Non, faites-le à géométrie variable en fonction en fait de votre entreprise. C'est pas utile de partir sur une piste et de tout mettre si en fait c'est pas utile. Vous dépensez de l'argent, du temps et de l'énergie inutilement. Prenez juste ce que vous avez besoin. Sur le facteur 3, projet d'entreprise piloté par la haute direction. Les projets PCA que j'ai pu voir, ceux qui ont réussi de façon rapide et efficace et qui sont opérationnels, sont des projets qui ont été pilotés par la haute direction, et la haute direction était complètement concernée et demandait régulièrement à avoir des retours d'informations et régulièrement était sur le terrain pour savoir où est-ce qu'on en était. Versus des hautes directions qui répondaient en fait à un besoin légal et qui les déléguaient ça à une compagnie ou alors à des personnels qui n'étaient pas formés en disant voilà, la procédure elle est là, enfin le modèle il est là, débrouille-toi, montre-moi un plan de continuité d'activité. 4, culture d'entreprise, le fait que tout le monde se sente concerné par la continuité d'activité parce que ça va maintenir son business après un sinistre. Et une chose aussi très importante, et c'est très facile à mettre, c'est des discussions, c'est des présentations, c'est des micro-formations, c'est des films qui peuvent tourner autour de ça, des discussions, plein de choses autour de ça, c'est assez simple, d'un côté très ludique. Focaliser sur l'indisponibilité, donc 3 indisponibilités, indisponibilité bâtiment, informatique et ressources humaines, notamment les personnes clés. Et c'est là où on s'aperçoit que si des spécialistes Unix, on peut en trouver assez facilement sur le marché, des spécialistes MVS qui sont spécialisés vraiment dans un domaine d'activité très particulier, ça commence à devenir une denrée beaucoup plus rare. Donc le fait de répartir la connaissance sur différents personnels, de multiplier les compétences, les intercompétences, est une bonne action là-dessus. 6e clé, adapter la technologie. Donc je vous l'ai dit, parfois le papier peut sauver beaucoup de choses. Donc, et puis adapter la technologie va vous permettre de réduire les coûts et de ne pas mettre de la sur-technologie ou de la sous-technologie. Sous-technologie va vous générer un coût supplémentaire en solution de contournement pour éviter de payer une technologie qui, en effet, en termes de licence, peut être coûteuse, mais qui, en cas de sinistre réel, va vous sauver la vie et sauver votre business. Pratiquer, comme tout joueur de golf, on pratique.
comme tout pianiste, on pratique par rapport à ça. Et plus vous allez pratiquer, plus vous allez atteindre des réflexes, plus vous allez atteindre de l'autonomie, plus vous allez atteindre de la rapidité à remettre en fait votre entreprise sur les rails. Réflexe, autonomie, 8e facteur. Plus vous aurez des réflexes, plus ce sera bon, et plus vous aurez d'autonomie, plus vos personnels vont se sentir concernés, investis d'une mission, de relever en fait leur activité et vont chercher à améliorer d'eux-mêmes les solutions qui sont en place. 9e, organisez votre gestion de crise opérationnelle pour être le plus efficient et efficace possible et éviter des cafouillages, aussi bien en termes de communication, en termes d'interaction dans la gestion de crise, des prises de décision. Par rapport à ça, une petite parenthèse. J'étais sur toujours une assurance et on a eu une coupure électrique. Le matin à 6h, c'est assez impressionnant. Je me promenais dans le couloir et d'un seul coup, pouf, tout noir. En fait, le groupe électrogène, la coupure avait été faite au niveau d'EDF, le groupe électrogène n'avait pas démarré. On a tourné sur les batteries 15 à 30 minutes et là tout s'est coupé. Grand vent de panique. Au niveau de la gestion de crise qui en est suivie, le responsable de production a voulu déclencher le plan de reprise immédiatement. Une coupure électrique, on s'entend, a voulu déclencher le plan de reprise immédiatement. Ils n'étaient pas prêts en fait à gérer ce genre de crise-là. Et en fait, il s'est avéré qu'au bout de la journée, on a eu des salles sur lesquelles on a eu 2 disques qui ont été brûlés. Ces 2 disques touchaient en fait la synchronisation des données, la répartition pour le RAID, etc. Donc suite à ça, il a demandé en fait de partir tout de suite dans une plan de reprise pour redémarrer en fait le système. Quand on redémarrait le système à l'extérieur, dans le site, on perdait 24 heures de données et on mettait à peu près 3 jours à redémarrer le système. La réparation en fait de ces 2 disques-là nous a pris la journée pour rétablir en fait notre baliste et repartir en production. Donc attention justement sur la gestion de crise, des prises de décision hâtives sur je déclenche la gestion de crise versus il peut être intéressant de prendre le temps de réfléchir avant. Je vais... oui. Quel est l'organisation de la gestion versus la structure administrative? Je comprends. Le lien entre la structure de gestion de crise versus la structure administrative administrative donc de la société? Oui, il y a des liens qui sont très forts par rapport à ça. Au niveau décisionnel, vous allez avoir généralement le PDG et les vice-présidents qui sont par rapport à ça. Au niveau organisation, et puis la partie administrative, la partie RH, la partie juridique en fonction des entreprises par rapport à ça. Donc on se rapproche par rapport à l'architecture, à l'organisation de l'entreprise, mais par contre on passe dans un mode de crise. Donc si les personnes spécialisées sont bien dans les comités de crise, l'organisation peut différer par rapport à ça. C'est ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est à géométrie variable et adapté en entreprise. C'est bon? Ok. Donc, organisez votre gestion de crise. Est-ce que ça vous intéresserait? On a 5 minutes d'avoir un dixième facteur de réussite? Ouais? Ok, ça tombe bien. Sensibiliser et former. Sensibiliser, plus vous allez sensibiliser les personnes qui sont autour de vous, plus les personnes vont se sentir concernées. Le petit jeu que je vous ai fait tout à l'heure sur chez moi, qu'est-ce qu'il faudrait que je sauvegarde, qu'est-ce qui est important pour moi chez moi, c'est un jeu que vous pouvez partager autour de vos collègues. Tiens, chez toi, qu'est-ce qui se passerait, de quoi tu voudrais sauvegarder, de quoi est important chez toi, si tu as un sinistre. Le fait de les faire réfléchir par rapport à ça vont les amener à s'intéresser à la continuité d'activité. Et former, des formations, ça peut être quelque chose de très très simple. Il y a plein de formations sur Internet qui se font, des vidéos, etc. Et vous pouvez demander à faire des micro-formations. Pas de partir sur des formations complètes pour former un RCA, ça va prendre 3 jours, etc. Mais ça peut être des formations d'information, de sensibilisation qui peut durer 1 heure, 2 heures ou une après-midi, en fonction de quelque chose qui est très simple. Ça se fait très très facilement, c'est très très peu coûteux, et vous pouvez avancer là-dessus et sensibiliser plein de personnes. Et pensez au jeu. Le jeu est un moteur qui permet justement d'intéresser les personnes par rapport à ça. Et ben voilà, c'est terminé. Merci à vous tous de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, je suis prêt à vous y répondre. Si je n'ai pas les réponses, je les chercherai et puis je vous les donnerai le moment. C'est beau? Merci à vous, bonne journée, bonne continuation.